Fin janvier, Londi Oulu s'est brutalement retrouvé au chômage. USAID, l'agence américaine pour le développement, a fermé soudainement, mettant fin au financement de centaines de milliers d'associations, comme l'ONG pour laquelle travaillait la jeune Sud-Africaine. Accompagnés de cette assistante sociale, nous pouvons nous rendre dans l'un des quartiers les plus pauvres de Johannesburg, Hillbrow. En haut de cette tour délabrée habite l'un des 6000 séropositifs à qui l'ONG de Londi fournissait des antirétroviraux. C'était la dernière distribution. Ils m'ont donné 4 boîtes. Et vous tiendrez combien de temps avec ça? 4 mois. Oui, 4. Les associations ont toutes fermé. C'est tellement dommage. Diagnostiqué en 2011, Tiny voit sa santé mise en danger par une décision prise à des milliers de kilomètres aux États-Unis. Vous savez, pour Trump, on se dit qu'il pourrait avoir de la pitié. Les gens sont si nombreux dans la galère, dans une mer de noire. Comment ça va? Est-ce que tu survis? Je suis triste, très triste. À propos de ce qui se passe, je ne sais vraiment pas comment on va s'en sortir, comment tout ça va fonctionner. Les médicaments que nous donnions étaient excellents. Parce qu'en un mois, quand vous preniez ce médicament, vous deveniez non positif. La charge virale était indétectable. Il fallait juste prendre ces médicaments correctement pendant un mois. Mais avec ce qui se passe, on va revenir en arrière. Ça va causer beaucoup de dégâts parce qu'ils pourront contracter d'autres maladies comme la tuberculose, d'autres MST, comme l'hépatite. Malgré sa maladie sexuellement transmissible, Tiny gagne sa vie comme prostituée. Les professionnels de la santé craignent une résurgence de l'épidémie. L'Afrique du Sud comptait déjà le plus grand nombre de séropositifs au monde, presque 8 millions de personnes, un adulte sur 5. Et les coupes de subventions menacent aussi le secteur de la recherche. À Durban, entre les squats du centre-ville, se niche l'un des instituts en pointe dans la lutte contre le sida. Caprissa. Bonjour, désolée de déranger. Comment ça va, Sissi? Bien, merci, et vous? Ça va. Les piqûres ne font pas trop mal? Non. Depuis 19 ans, la docteure Leila Mansour supervise tous les tests. Implants, gel, injections. En ce moment, les équipes médicales mènent de front 30 recherches. L'une d'entre elles était financée par USAID à hauteur de 125 millions d'euros et courait jusqu'en 2030. Voici l'anneau vaginal que nous testions. Il était censé offrir une double protection. Une capsule contenait un contraceptif non hormonal et la deuxième capsule, un agent préventif contre le sida. C'était un produit très innovant et qui aurait été excellent si on avait pu poursuivre. Comme les budgets ont été coupés du jour au lendemain, la clinique a dû rappeler en urgence les patientes afin de leur retirer l'anneau en silicone le plus vite possible. Une méthode qui rappelle à cette scientifique les années sombres d'Afrique du Sud. Les participantes étaient choquées. Elles nous ont demandé « On a fait quelque chose de mal? Il y a un problème avec le médicament? C'est dangereux ?» On a essayé de les convaincre que non, ce n'est pas vous, ce n'est pas le produit. C'est le bailleur de fonds qui est parti. Ça crée un doute au sein des communautés et chez les participants. L'Afrique du Sud a connu une longue période d'apartheid. À cette époque, on disait que les Noirs étaient utilisés comme cobayes humains.
À l'origine de ce centre de recherche, un couple de médecins. Salim Abdul Karim et son épouse Kwareisha ont reçu les plus grands prix de médecine pour leurs travaux dans la lutte contre le VIH. Grâce à leur renommée, ils osent critiquer publiquement la vision ultra-élitiste de l'administration américaine. Quand Elon Musk a débarqué à USAID et a stoppé tous les projets, son intention n'était pas de les fermer à cause d'un changement d'orientation politique. Ils les ont arrêtés pour montrer que c'est eux qui sont aux manettes, que eux détiennent le pouvoir. Tous ces fonds économisés, apparemment, vont permettre de baisser les impôts pour les grandes fortunes. En fait, il s'agit de prendre l'argent des pauvres et de le donner aux riches. L'Afrique du Sud est victime d'une campagne d'acharnement de Washington. Comme les autres pays du Sud global, elle souffre de l'arrêt des subventions d'USAID, voulues par Elon Musk et Donald Trump pour faire des économies. Elon Musk, s'il vous plaît, quelques mots. Si on ne fait pas ça, le pays sera en faillite. C'est indispensable. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec Elon, vous n'avez qu'à le jeter dehors. Ensuite, le président américain a signé un décret qui met fin à toutes les aides à l'Afrique du Sud et menace d'expulser le pays des accords de libre-échange. Derrière ces décisions, l'influence d'Elon Musk. Depuis plusieurs années, le milliardaire d'origine sud-africaine s'est rapproché des milieux suprémacistes et dénonce sur son réseau social X les meurtres de Blancs en Afrique du Sud. Ils sont en train de tuer des fermiers blancs tous les jours. Ce n'est pas qu'une menace. Ils poussent ouvertement au génocide des Blancs en Afrique du Sud. Mais Donald Trump réagit également à une loi d'expropriation votée en janvier 2025 qui autorise le gouvernement sud-africain à saisir des terres à l'abandon. Face aux menaces américaines, le président sud-africain hausse le ton. Nous, les Sud-Africains, sommes un peuple résilient. Nous ne nous laisserons pas harceler. Pour comprendre ces tensions, il faut revenir au temps de l'apartheid, instauré en 1948 par les Afrikaners, les descendants des premiers colons hollandais et français. Avec Lindy Courts, une historienne afrikaner, nous découvrons Waterkloof, le quartier le plus huppé de Pretoria, où a grandi Elon Musk. L'homme le plus riche du monde est né en 1971 au sein d'une famille sud-africaine anglophone. Il bénéficiait de tous les privilèges accordés aux Blancs, au même titre que les Afrikaners. Dans les années 80, si vous grandissiez ici, le seul moment où vous croisiez une personne de couleur, c'est quand il vous servait, soit comme domestique, soit comme jardinier. Vous n'étiez pas servi par des Noirs dans les magasins. Vous n'étiez pas non plus reçu par des serveurs noirs dans les restaurants. La pauvreté africaine était alors invisible aux yeux des Blancs. Lindy Courts enseigne à l'université de Pretoria, où le jeune Elon a étudié quelques mois avant de s'installer au Canada, pays d'origine de sa mère. À l'époque, les cours étaient donnés exclusivement en Afrikaans, la langue des Afrikaners au pouvoir. Et en accord avec les lois de l'époque, l'établissement était alors exclusivement blanc. Cette université était profondément nationaliste afrikaner. Dans les années 80, les écoles avaient des formations de cadets. C'était un entraînement paramilitaire en vue du service militaire. C'était une société patriarcale très masculine, avec une vision très rigide.
C'est cette Afrique du Sud ségrégationniste qu'Elon Musk quitte à 17 ans. Selon l'historienne, la vision du milliardaire n'a pas su intégrer les changements dus à la chute de l'apartheid. Sous son impulsion, Washington s'attaque aux Sud-Africains les plus fragiles, tout en défendant les plus favorisés. En 1994, Nelson Mandela avait promis l'avènement d'une nation arc-en-ciel où tous les hommes seraient égaux. Mais 30 ans plus tard, le pays reste le plus inégalitaire au monde. Les projets de réforme agraire n'ont pas abouti. 80% des terres agricoles, des vignes de la région du Cap aux champs de céréales du nord du pays, appartiennent encore à la minorité blanche, qui représente 7% de la population. Ainsi, Franlyn Rousseau possède une exploitation de 1350 hectares où elle emploie 60 personnes. Passer de l'autre côté, c'est trop humide. Ça risque de tout abîmer. Cette chef d'entreprise vend du maïs, des pommes de terre et du soja à la grande distribution. Ici, nous avons du soja sur presque 60 hectares. Si vous ouvrez, les grains sont gros et beaux. De quoi donner une bonne récolte. Pour remédier aux inégalités, l'État vient d'adopter la loi dite d'expropriation, selon laquelle un terrain inutilisé peut être réquisitionné sans contrepartie financière. Depuis, Franlyn craint de se faire confisquer une partie de ses terres, à l'image de cette parcelle. Avec son mari, elle avait monté ici un projet de culture de roses, qui a périclité lors du Covid. Le couple dénonce ce qu'il considère comme de la discrimination envers les Blancs. Selon la loi, si une terre n'est pas utilisée, le gouvernement peut venir et la prendre. Si nous ne touchons aucune compensation pour ce qui est à nous, ce n'est pas juste de prendre la terre et la donner à d'autres. Nos ancêtres sont venus ici il y a de nombreuses années. Donc oui, nous avons des droits sur cette terre, comme tout le monde. Et nous sommes arrivés avant certains. La loi d'expropriation a été adoptée. Pour moi, ça veut dire une chose. C'est comme si j'étais couchée dans mon lit, une arme chargée pointée contre moi. Les autorités sud-africaines n'ont encore saisi aucune terre. Mais cette nouvelle législation amplifie le sentiment d'insécurité de la communauté afrikaner. Selon eux, ils seraient victimes de meurtres violents dans des proportions bien supérieures au reste de la population. C'est un petit revolver dont je me sers quand je suis sur la route, toute seule, quand il n'y a personne autour de moi et que je dois me défendre. Ces craintes émises par les Afrikaners ne sont basées sur aucune réalité, conteste cet expert du secteur agricole. Il n'y a pas de génocide contre les Blancs, ni d'attaque ou de vol de terre en Afrique du Sud. Aucun homme politique ne va débarquer et dire « je veux cette terre ou celle-là ». Non, c'est quelque chose qui se décidera devant les tribunaux. Et ceux qui commandent depuis l'étranger, comme Elon Musk et le président Trump, sont influencés par de fausses informations, propagées notamment par certains Sud-Africains. Pour rencontrer les suprémacistes blancs que Wandile Sirlobo accuse de manipulation des peurs, nous nous sommes rendus à la nuit tombée, dans un parc de Centurion, une ville à 60% blanche aux portes de Pretoria. Ce soir, des volontaires afrikaners de tous âges assistent à une formation sur les interventions nocturnes. Hé, je l'ai attrapé! Ça, c'est l'outil parfait, ça peut faire des dégâts. Qui veut une démonstration de coups à la gorge? Nous avons des menottes prêtes à l'emploi. Ce sont des menottes rapides à déployer. Et bien sûr, ici, des cartouches supplémentaires pour les armes.
Enfin, indispensable, nous avons notre arme à feu. Et si ça ne suffit pas, j'ai encore 2 armes ici. Chef de chantier la journée, Gunther Palm consacre une soirée par semaine à patrouiller. Face à la violence extrême qui gangrène le pays, 75 homicides par jour en moyenne, l'un des taux les plus élevés de la planète, ces Afrikaners prennent le relais de la police, qu'ils disent totalement débordée. Nous guettons toute activité suspecte. Des portails ouverts, des véhicules ouverts. En seulement 30 secondes, on est passé d'une zone pavillonnaire à cet espace commercial. Il existe depuis des années. Et très rapidement, regardez. Vous voyez la différence. C'est un mélange de sans-abri et de toxicomanes. Vous ne savez jamais ce qu'ils peuvent avoir. Ça peut être un tournevis ou un fusil automatique. Pourquoi vous prenez ces risques? C'est une bonne question. Nous faisons ça par devoir. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Comme Gunther Palm, ils sont 10 000 bénévoles à travers le pays, réunis dans 177 patrouilles de quartier. Toutes sont reliées en direct au QG d'AfriForum. Ce lobby d'extrême droite aime se présenter comme une ONG de défense des droits de l'homme blanc, et afrikaners surtout. Confirmer qui travaille sur la barrière. Pour son cofondateur, les afrikaners sont publiquement menacés de mort, en particulier les fermiers, aussi appelés les boers. Comme sur cette vidéo, un meeting du candidat dont le parti est arrivé 3e aux dernières élections législatives. Ces politiciens chantent « Tuons les bourgs, tuons les fermiers ». Ils appellent à la violence et la police ou le gouvernement ne font rien. C'est 2-3 fois plus dangereux d'être un fermier qu'un policier ou une policière. AfriForum a porté plainte pour incitation à la haine. Mais la justice a refusé d'interdire cette chanson, car il s'agit d'une référence historique à la lutte contre l'apartheid. Pour maintenir la pression sur les autorités, Kali Krill dispose d'une petite machine de guerre, financée par les cotisations de 315 000 membres. Voici le responsable des relations publiques. Enchanté. Nous avons également un département d'affaires culturelles, un département marketing, un département de la communication et des programmes télé. Et depuis peu, les discours suprémacistes d'AfriForum trouvent un écho à Washington, où leurs dirigeants se sont rendus fin février. Bonjour, chers membres d'AfriForum, sympathisants et autres spectateurs. Je suis ravi de vous raconter nos rencontres diplomatiques du jour aux États-Unis. Nous nous sentions vulnérables à la pointe sud de l'Afrique et nous pensions que personne ne se préoccupait de nous. Nous remercions le président Trump qui a eu le courage de dire « Ceci n'est pas acceptable ». Cette stratégie a été payante. Alors que Donald Trump durcit drastiquement les conditions d'immigration aux États-Unis, il fait une exception. Les Afrikaners, à qui il offre le statut de réfugiés. Pour remercier l'hôte de la Maison-Blanche, 1500 d'entre eux se réunissent devant l'ambassade américaine à Pretoria quelques jours après. Ici, on peut lire « Rendons sa grandeur à l'Afrique du Sud ». Là, c'est moi, devant la foule. Nous avons retrouvé l'organisateur de cette manifestation.
Nostalgique de l'apartheid, malgré son jeune âge, cet agitateur politique demande l'abrogation des lois de discrimination positive pour les Noirs mises en place après 1994. Je pense que ces lois ne devraient pas s'appliquer à moi. Je suis né 4 ans après la fin de l'apartheid. Pour moi, ce sont des lois de vengeance, si on peut les appeler comme ça. Cet influenceur a tenu à nous montrer le monument le plus important de la culture afrikaner, qui célèbre un tournant historique en 1838. C'est le moment de l'histoire où nous avons été le plus vulnérables et où les risques de disparaître étaient les plus élevés. Parce que les Zoulous voulaient tous nous tuer, mais ils ont échoué. Lors de la bataille de la rivière sanglante, 440 fermiers bourgs auraient écrasé 15 000 Zoulous. Une victoire qui, pour la mythologie afrikaner, leur aurait donné le droit de gouverner l'Afrique du Sud. Le four Trekker est aujourd'hui un lieu de sortie familial pour les afrikaners les plus conservateurs. Comment ça va? Je vous suis. Merci beaucoup. C'est Willem Petzer. Oui, je vois ça. Il est fan de vous, vous savez. Il vous écoute chaque semaine. Ah, super, merci. La principale menace à laquelle nous faisons face, c'est une haine viscérale chez beaucoup de Sud-Africains noirs, parce qu'ils pensent que nous prenons ce qui leur revient, ce qui devrait être à eux. Les propos de Willem Petzer restent minoritaires en Afrique du Sud, même parmi les Afrikaners. Mais ils attisent les tensions dans une société de plus en plus divisée, où les inégalités vont encore empirer avec la baisse de l'aide internationale. À 1 heure de route de Johannesburg, Orange Farm est une zone négligée par les autorités. Nous y retrouvons Londi Oulu. L'assistante sociale veut nous présenter une de ses collègues qui tenait une association ouverte aux séropositifs. Ça, c'est un des kits d'autotest que nous proposions aux gens qui venaient au centre. On avait aussi des volontaires qui allaient les distribuer dans la rue, les donner aux habitants du quartier. Sirley Dassi et son mari Timber ont perdu tous leurs revenus. La famille survit grâce à son potager. Voici Iminati. C'est notre fille aînée, elle a 8 ans. Et elle, c'est Tando, la cadette, qui a 3 ans. Qu'est-ce que tu aimes faire? Nager. Et quoi d'autre? Jouer. C'est un peu déprimant de ne plus pouvoir pourvoir aux besoins les plus essentiels de nos filles. La petite va à la crèche, mais à partir du mois prochain, elle ne va plus y aller, car je n'ai plus les moyens de payer. C'est la première fois que je vois la géopolitique avoir un impact direct sur la vie de ma communauté, ma vie et celle de mes enfants. De son côté, Londi a dû lâcher son appartement et vendre ses meubles pour payer les traites de la voiture. Ses chances de retrouver un emploi dans un secteur désormais sinistré sont extrêmement faibles. Il y a plein d'organisations qui ont fermé, plein de gens qui se retrouvent au chômage. C'est compliqué. Je ne sais pas comment on pourrait soulever des fonds au même niveau que ce qu'on recevait avec USAID. Elon Musk pourrait quitter le gouvernement américain d'ici l'été. Mais pour les victimes collatérales de sa politique budgétaire, le mal est fait. Les États-Unis fournissaient 42% de l'aide humanitaire au niveau mondial. Aucun autre pays ne s'est proposé pour les remplacer.